Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau Saint Night Club, que vous nous écoutiez en live ou bien en podcast en replay. Bienvenue, installez-vous, on va passer une petite heure ensemble, lundi de trêve, aujourd'hui, trêve des championnats nationaux, mais on ne pouvait pas vous laisser sans rien pendant 15 jours. Alors on s'est dit qu'on allait vous prévoir un hors-série incroyable avec un invité exceptionnel. Vous l'avez peut-être déjà reconnu et vous l'avez sûrement déjà entendu et vu sur Canal, France TV, M6, dans nos épopées européennes d'Europa League. Il y a quelques années de ça, c'était bien loin maintenant. C'est un amoureux du ballon rond et de la SS en particulier. C'est Denis Balbir. Comment ça va, Denis ? Bonsoir, ça va très bien, merci. Bon, tu profites de cette trêve internationale aussi pour souffler de la SS ou... Oui et non, parce que je m'occupe un petit peu d'autres choses, et du foot amateur, même s'il y avait la Coupe de France, etc. Avec Fuchs, également sur France Bleu Lorraine tous les mardis, donc la chronique but, etc. Donc on souffle pas vraiment. On a évidemment envie que ça recommence sur un rythme plus élevé, mais c'est vrai qu'on surveille avec du coin de l'œil tout ce qui peut se passer en coulisses. Et ouais, c'est le moment de mettre toutes les choses à plat et de remettre toutes les choses en rang pour rattaquer de plus belle dès ce week-end. On n'est pas en tête-à-tête ce soir, Denis, car j'ai avec moi nos chroniqueurs qui sont restés au club ou déjà rentrés de sélection, puisque Joss et Green Prospect, eux, sont encore avec les sélections nationales. J'ai Antoine. Comment ça va, Antoine ? Salut, ça va et toi ? Bon, toi, Antoine, t'as pas rejoint la sélection, c'est une histoire de vilaine blessure, c'est ça, hein ? Ouais, c'est une histoire, on va dire, de droit d'image. C'est un droit d'image que j'ai ouais, ça remue le football en ce moment, on est touché aussi. Et enfin, il y en a un qui, vous avez l'habitude, il est là tout le temps, lui, c'est... Voilà, je me prononcerai pas, je vous laisserai décider dans le chat si c'est une question de niveau ou de blessure pour lequel il n'a pas rejoint la sélection, c'est Karl. Comment ça va, Karl ? Voilà, j'attendais cette cartouche, qui n'était pas là pendant 2 semaines. Bah, tu es un fan de Romain Amouma, donc je suppose que c'est une question de blessure. Mais figure-toi qu'il a marqué, hein, on s'est pas revu depuis, mais écoute, moi j'ai bien aimé son but d'ailleurs avec Ajaccio. Bonsoir à tous, bonsoir Denis, bonsoir le chat. Moi aujourd'hui c'était mon jour de rentrée, je parle un peu de moi, mais c'était ma petite rentrée après 4 mois de chômage. D'accord. Et j'étais plutôt content, voilà. Enfin de chômage, t'étais en vacances scolaires quoi. Oui, de travail pour la santé et évidemment. Ah, oui. Non mais voilà, t'avais ton petit cartable et tes petits souliers neufs et c'était aujourd'hui quoi. Ça s'est bien passé, j'espère. Exactement, c'était magique. Eh bien écoute, on espère que cette émission le sera et on va avoir du pain sur la planche puisqu'on va tout de suite déjà débriefer le début de saison de la SS et il y a des choses à dire. Active Synthé Night Club, le débrief. Le début de saison de la SS, messieurs, alors... J'aurais aimé que sur ce premier bilan de la saison, je puisse vous dire, oh là là, on a que des bonnes choses à vous dire, on a que des tops, vraiment quel plaisir, mais c'est pas le cas. Alors toi, Denis, est-ce que tu as pu regarder tous les matchs de Saint-Étienne depuis le début de la saison ? Pas tous, mais j'ai pas regardé les bons apparemment, donc mais bon. C'est dommage, mais non, j'ai regardé quelques extraits, quelques mouvements, je suis un peu rassuré par rapport à ce qui s'est passé récemment. Beaucoup moins, bien sûr, par les opérations comptables qu'ont pu faire les Verts. Parce que pour la montée, il faut être quand même relativement lucide que ça va être sinon raté, sinon très compliqué. Donc voilà, on va dire que c'est une première approche pour ce soir, en tous les cas, assez timide, assez pessimiste. Mais bon, il y a des moyens et des signes de positivité. Il faut toujours essayer de trouver le positif. Il y en a quand même. Donc pour toi, un mélange d'inquiétude et de promesses quand même sur ce premier quart de saison, on va dire. Inquiétude parce que le mercato était tardif et je pense que quand même c'est un bon mercato, même si pour moi il manque vraiment un vrai patron derrière qui est un peu de fougue et de jeunesse, mais aussi de talent et de rapidité. Après le reste, il y a le problème des gardiens, on y reviendra peut-être. Oui. Mais sur le reste, j'ai bien aimé mon conduit, j'ai bien aimé les deux attaquants. Wedgie, pour moi, c'est une bonne pioche. Je l'avais commenté il y a quelques temps. C'est un bon joueur. Voilà, il n'y a pas. Saint-Étienne a un bon effectif malgré tout cette saison. Oui, un bon effectif taillé, en tout cas, pour normalement se maintenir haut la main en Ligue 2. Antoine, toi, tu es aussi sur ce sentiment partagé entre une déception comptable et des promesses dans le jeu ?
Ouais, des promesses dans le jeu, il a fallu un petit peu attendre pour les avoir, ces promesses dans le jeu. Finalement, on les a vues quand même sur les dernières rencontres, ça allait un petit peu mieux. Mhm. En fait, l'inquiétude était tellement grande après le match contre Le Havre que on était pas loin d'être au bord du précipice tant on a vécu une journée difficile durant ce match contre Le Havre. Là, ça va un petit peu mieux. On a vu qu'il y avait un système qui se mettait en place depuis que le mercato s'était terminé, que Laurent Batles avait pu aligner l'équipe qu'il souhaitait voir, qu'il était plus obligé de composer C'est ça. avec les anciens de la Ligue 1 qui pouvaient vraiment imposer son style. Ça va un petit peu mieux. On manque encore un petit peu de réussite pour espérer autre chose. Je pense au match contre Guingamp, typiquement, où on peut faire des différences en première période qu'on ne fait pas. Ça reste encore poussif dans certains secteurs. Je pense aussi à la défense, comme disait Denis. Ça, c'est un grand axe d'amélioration pour la suite de la saison. Mais on a vu des belles choses au milieu, on a vu des belles choses devant. On a vu une équipe qui allait mieux, qui avait un peu plus le sourire. Donc, ce fameux stage au Chambon-Chalignon de cette trêve et ressoudé tout le monde et permis à cette équipe d'apprendre à mieux se connaître. Tellement qu'il y a de nouveaux joueurs, il faut qu'ils apprennent à mieux se connaître aussi. Oui. Et on verra ce que ça va donner ce week-end face à Grenoble. Ouais, c'est ça. Je vois déjà dans le chat que ça remonte et Karl vous a posé une question sur votre impression sur le début de saison. N'hésitez pas à nous donner votre ressenti. C'est ce côté projet sur 2 ans. J'ai l'impression qui fait relativiser les supporters. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Denis? Projet sur 2 ans, oui, Ouais. bien sûr, je suis d'accord avec ça, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix, vu le classement et les points de pénalité qu'on a en suspens et que Saint-Étienne a eu en début de saison. Je vois pas comment on peut viser encore aujourd'hui, et tout en étant vraiment lucide et pragmatique, on peut pas dire aujourd'hui que Saint-Étienne vise la montée. Il faut travailler cette saison et viser la montée la saison prochaine, c'est évident. C'est ça. Surtout que les points de pénalité, le début de saison catastrophique, ça nous a tout de suite calmé. Et mine de rien, quand on voit la manière dont on a géré le recrutement, il y a beaucoup de joueurs qui ont signé 2 ans plus 1. Dès le début, le projet était sur 2 ans. Si par miracle on arrive à remonter la première année, c'est exceptionnel. Mais Laurent Batles, lui, il a signé pour une aventure de 2 ans pour faire remonter la SS en Ligue 1 en 2 ans. Et voilà, on l'a su très rapidement, on l'a senti très rapidement. Donc, pas forcément d'immenses déceptions par rapport à ça, j'ai envie de dire. C'est ça, Antoine, on a l'impression quand même qu'il y a un plan de marche qui, pour une fois, depuis de nombreuses années, est pleinement défini. Alors certes, pour l'instant, tout n'est pas au rendez-vous, mais on a l'impression qu'au moins on sait où on va, ce qui était quelque chose qui nous manquait dernièrement. Il y a une plus grande cohérence entre le discours du coach, les envies du coach et la direction. Hein. Ça a vachement changé par rapport à ces dernières années où on est passé d'un Puel qui était omnipotent, qui gérait un petit peu tout et rien à la fois, on avait l'impression. Pascal Duprat, je ne sais même pas comment qualifier son passage tellement que c'était lunaire ce qui nous est arrivé pendant quelques mois. Là, au moins, il y a une structure, il y a des postes bien définis, des rôles bien définis. On sent que Loïc Perrin, Laurent Batles, le courant a l'air de passer. Ils ont l'air d'être habités par la même envie, c'est celle de faire remonter la SS, mais faire remonter la SS correctement avec des joueurs qui ont la capacité de s'installer dans ce club-là et pas non plus je vais dire le terme mercenaire, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé sur certains prêts l'année dernière, la seconde saison pour sauver le club. Mais voilà, on a un projet qui est, certes pour l'instant, il nous fait pas forcément rêver parce que les résultats sont pas là, mais au moins il a l'air cohérent. C'est ça, on a voulu, la saison dernière, on reviendra pas dessus, mais reproduire le miracle qui avait suivi l'arrivée de Debuchy, Mvila, etc. Ça n'a pas marché, évidemment, ça marche moins bien avec Bernard Denis et Tube. Mais le chat, Karl, je vois que ça commence à s'agiter un petit peu. Est-ce que les gens sont pareil, un peu optimistes, on va dire, sur le projet Batless? Écoute, il y a Samcro qui dit que le projet se construit lentement, mais sur 2 ans. C'est important de le rappeler, tu l'as déjà fait, Kevin. Il y a Nico qui nous dit les résultats ne reflètent pas la progression. En même temps, on partait de rien. Il y a Samcro qui continue à nous dire, Jérôme, il faut juste être lucide comme les Batless dans son discours. Tala qui nous dit plutôt donc un début de saison plutôt positif. On commence à reprendre du plaisir dans le jeu. Il manque encore des automatismes et un peu de rythme à certains joueurs. Seul bémol, je ne suis pas sûr qu'on ait un gardien qui tienne la route. Je pense qu'on va en reparler parce que c'est un peu le débat qui anime toutes les émissions depuis le début de la saison. Et Nico qui réagit, qui dit Denis l'a également abordé brièvement en préambule. On sent la volonté et le talent, sauf derrière. Et enfin, dernier commentaire qui vient d'apparaître. La seule inquiétude est que la saison prochaine, niveau budget, on va prendre cher, mais ça, c'est un peu ce projet un peu trop loin peut-être.
Oui, c'est peut-être un peu s'avancer, on va peut-être demander de voir ce que donne cette saison avant de savoir ce que donnera la prochaine. Mais tu fais bien de nous spécifier ça, car d'avoir fait remonter ça. On va aborder un peu les aspects un peu du jeu concret, ligne par ligne, poste par poste, voir ce qui a donné satisfaction ou pas. Et vous l'avez dit, le gros point noir, ça reste la défense et le poste de gardien de but. Alors le poste de gardien de but, c'est assez récurrent, comme tu l'as dit, Karl, dans l'émission. J'ai l'impression qu'à chaque fois, et pourtant on a changé pas mal de fois de gardien depuis le début de la saison, chaque fois qu'on en fait un, on dit « Ah, il a raté sa chance autour de l'autre ». Et après, l'autre rate sa chance, on lui dit « Ah, allez, peut-être finalement, ça peut être le premier qui va revenir ». Et après le deuxième, etc., on s'en sort plus. Est-ce que toi, Denis, tu as un œil un peu plus aiguisé là-dessus? Qu'est-ce que tu ferais sur ce poste de gardien de but? Est-ce qu'il n'y a pas de numéro 1 pour l'instant? Alors moi, au début de saison, j'étais vraiment favorable à l'arrivée d'un grand gardien dans le sens où il fallait un gardien pour moi expérimenté, mais pas expérimenté du style, c'est difficile à dire, mais du style Dreyer, parce que Oui. c'est un gardien expérimenté, mais pas, si tu veux, dans le sens avec une grosse carte de visite, un CV. Moi, j'aurais plus vu. Bon, après, je vais peut-être m'enflammer un peu par rapport aux finances du club, et c'était irréalisable, bien sûr, mais c'est juste pour faire une comparaison. Un Mandanda, tu vois, quelqu'un qui a un charisme dans le vestiaire, sur le terrain, et qui rassure toute une Oui, défense. qui a prouvé, quoi. Étienne Green est trop jeune, même s'il a des grosses qualités, que c'est un bon gardien. Il y a aussi un bon entraîneur des gardiens, Jean-François Bénédicte à Saint-Etienne. Il y avait aussi des Devian Carelli qui étaient bons. C'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment que je trouve qu'on n'a pas finalement tranché. Enfin, pour moi, monter en Ligue 1, c'est avoir un mec devant qui te claque des buts, au moins 15, et un gardien exceptionnel. Très bon gardien. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que Green, qui est un très bon gardien en devenir, n'a pas les épaules assez solides. Il l'a prouvé avec 2 cartons rouges en 9 journées, c'est beaucoup trop pour tenir la baraque. Et Dreyer, qui avait fait un bon match, je ne sais plus contre qui, mais qui ensuite a fait 2 relances malheureuses contre Guingamp, n'est pas le gardien forcément qu'on attendait. Donc ça va être vraiment un gros problème cette saison, à moins qu'Étienne Green retrouve, et peut-être que ce stage, peut-être que la trêve aussi lui a fait du bien psychologiquement, mentalement, certainement. Pat Less, le connaissant un peu, a dû lui parler énormément, voilà, de le remettre un peu en selle, même si on dit qu'il n'est pas très fragile psychologiquement, c'est toujours facile à dire, mais quand on est jeune, et puis il y a le retour du public, comment gérer avec le retour du public et la titularisation d'un des 2 gardiens, le chouchou Étienne Green, pour toute l'histoire qu'on connaît et pour ce qu'il a apporté au club en Ligue 1. Rappelez-vous ce pénalty à Nîmes qui sauve l'équipe de la descente. Voilà. Dreyer, un peu l'inconnu. Donc il y a aussi ce paramètre à tenir en compte, le retour du public à Geoffroy Guichard, avec le gardien. Quel gardien choisir par rapport à la pression que va mettre le public? Parce que moi, je suis désolé, mais j'ai peur. J'ai peur du public. Oui, j'ai peur du public de Saint-Etienne. C'est dramatique de dire ça, parce que quand j'étais jeune, si un jour on m'avait dit que je dirais que j'ai peur du public de Saint-Etienne, je me serais dit, mon gars, t'es un peu bourré, quoi. Mais c'est là j'ai peur, parce que on a du sursis, et il faut pas se rater, quoi. Faut pas que les supporters, en tous les cas ceux qui se revendiquent étant supporters, se trompent de cible et se disent que vraiment c'est grave. Là, le moindre geste, on ne loupera pas Saint-Etienne. Le moindre mauvais geste des supporters, Saint-Etienne aura encore 3 points de moins. Donc là, ça serait vraiment une catastrophe. Non, mais t'as tout à fait raison, et c'est vrai que. Mais je vois ce que tu veux dire, les supporters sont à la fois le plus beau moteur que les joueurs de Saint-Étienne puissent avoir, et à la fois aussi la plus grande crainte, parce qu'on sait que l'amour est passionnel à Saint-Étienne, et dans un amour passionnel, il y a des... Le problème, c'est qu'avec ce qui s'est passé contre Auxerre, on est quand même en droit d'avoir peur. Bien entendu, et on en avait parlé il y a quelques émissions lors du 2e carton rouge de Green, et je vais te poser la question aussi. On était beaucoup à dire que c'était un joueur qui avait été terriblement affecté par la perte de confiance de l'an dernier, où il avait perdu son poste un peu sur une deuxième partie de saison, alors que le gardien qui était pris sa place avait pas forcément donné satisfaction non plus. Tu le vois comme un gros frein quand même à son épanouissement et à son potentiel, quand même, ce manque de mental? On verra comment il réagit, mais c'est vrai qu'il a été, il a été mis dans des conditions difficiles. Après avoir été intronisé par Puel, il a répondu présent. Il a été mis très en confiance par Puel. Après, il a perdu un peu confiance. C'est vrai qu'on lui a mis Bernardoni dans les pattes, qui n'était pas
le gardien qu'il fallait prendre. Une erreur de plus à Saint-Etienne au niveau du recrutement. Attention, on n'attaque pas les hommes, mais moi je Non. parle juste de foot. J'ai rien contre Bernard Denis, mais j'ai toujours trouvé que c'était que c'était une erreur de casting. Donc Green, voilà, fragilisé ou pas, est-ce qu'il sera encore plus fragilisé si tu le mets pas contre Grenoble? Parce que le problème, il est là, c'est qu'après la spirale, elle peut C'est continuer longtemps. un gardien qui est pas en confiance, tu as tendance à pas le mettre, mais si tu le mets pas, il peut pas prendre confiance. C'est comme un attaquant, un gardien. Voilà, exactement. Et puis si tu mets Dreyer et Kisloup, c'est vraiment extrêmement Là, c'est pointilleux. très cornélien Ouais, pour. voilà, c'est cornélien, pointilleux, pointu même pour Batles, mais je pense que finalement, Batles, Bénédicte vont certainement parler avec Étienne Green, et moi je suis persuadé que Green sera titulaire contre Grenoble, parce que sinon, à cet âge-là, avec ce qui s'est passé avant, et le gars, il est quand même très jeune, il essaie de sauver les meubles à chaque match, il a vécu l'enfer à Saint-Etienne plutôt que le bonheur, contrairement à certains jeunes autres gardiens. Ouais. Donc, quand on voit la trajectoire d'Alban Lafont, donc c'est très compliqué, mais je pense que, bon, après, quand je dis que je pense qu'il va le mettre contre Grenoble, c'est plus un souhait, parce que je pense qu'il mérite quand même une chance contre Grenoble. Il est Saint-Etienne, il véhicule l'image de Saint-Etienne, il est avec le maillot, il a les gènes de Saint-Etienne, donc le mettre pour le retour du public, c'est un signe fort. Et même si à chaud, j'avais dit un peu le contraire, parce que je trouvais qu'il avait perdu sa place, mais c'était vraiment à chaud, j'étais un peu énervé. Mais je pense que sinon on va le perdre. Ouais, c'est pas impossible. Mais le parallèle avec Alban Lafont et le début de carrière d'Alban Lafont est très très bon, je n'y avais pas pensé. Antoine, toi, ce poste de gardien, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire, pour. Ouais, rien de nouveau sous le soleil. J'ai jamais été très fan de Mathieu Dreyer depuis son arrivée à Saint-Etienne. Ouais. À côté de ça, Etienne Green, les deux cartons rouges qu'il prend, c'est deux cartons rouges assez similaires, c'est des sorties pas maîtrisées. Mais l'an Euh, dernier, il en prend une comme ça aussi. Hein. Comme ça, voilà, il est coutumier du fait. Et c'est surtout ce deuxième contre Pau qui me rend triste parce que il est de retour, on le retitularise et il fait à nouveau cette bêtise-là. Il n'y a pas de raison de sortir comme ça. Sur le moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'apprend pas de ses erreurs, c'est pas la première fois qu'il fait ça, on le réaligne et il refait cette Aussi, erreur-là. Alors que font les éducateurs, ouais, c'est ça derrière, je- sans vouloir attaquer les entraîneurs des gardiens qui sont très compétents à Saint-Etienne, là, il n'y a pas de souci pour ça, mais c'est vrai que sur le moment, j'ai été très frustré, mais je partage complètement l'avis de Denis. Je suis pour la titularisation d'Etienne Green ce week-end. C'est un gardien de but, on l'avait dit, je me rappelle, dans une émission en début de saison. Il risque de nous coûter quelques points dans la saison, c'est évident, c'est un jeune gardien, c'est ça la loi des jeunes gardiens. Même Alban Lafont, il a coûté des points étant plus oui, c'est jeune. ça. Le parallèle est bon, le parallèle est bon. Il est en équipe de France. Il va nous coûter peut-être des points, mais il nous en fera plus gagner, je pense, que Mathieu Dreyer nous en fera gagner au fil de la saison. Mathieu Dreyer, je trouve que c'est un gardien qui est hésitant, qui est pas sûr de lui et de ce que je sais un petit peu aussi de ce que j'ai pu entendre dans le vestiaire. Il n'a pas forcément la confiance de tous les joueurs dans le vestiaire, qui ressentent plus de confiance certains pour Etienne Green que pour lui. Ok. Après, je pense qu'il a l'air d'être apprécié aussi parce que ça a l'air d'être une très bonne personne dans Ok. le vestiaire. Mais Etienne Green, en tout cas, moi je suis pour sa titularisation. J'ai l'impression il est plus prompt à nous aider. Et, le revoir avec du public, il peut se laisser porter par ça. Tout l'entraînement, il va rentrer sur la pelouse, il va être scandé. Oui. Il va avoir de l'ambiance ce week-end. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour. C'est le match presque idéal sur le papier pour se relancer. Mais on peut aussi dire que c'est le match idéal pour couler. C'est ça, c'est ça. Quand il y a des lacunes de confiance comme ça, tout peut basculer et s'enchaîner très vite dans l'autre sens, surtout avec les jeunes joueurs. Je l'ai toujours dit, moi ici, les jeunes joueurs, c'est avant tout une histoire d'enchaînement et de confiance. Donc c'est à espérer en tout cas pour Etienne Green et pour la SS. Il y a des jeunes joueurs qui se sont bien foutus de la tête du club, quand même. Oh ça oui. Ça je sais pas si on aura le temps d'en parler. Non, mais ce moi soir, je voulais juste profiter de cette. Pardon, je vais pas Bien être sûr. lent, Vas-y. mais je veux dire ce qu'a fait Adil Aouchiche à Saint-Etienne, c'est une véritable honte. Et je crois que moi j'apprécie énormément Claude Puel, parce que je le connais depuis des années. Je sais que c'est un très bon mec et beaucoup moins taciturne qu'on ne veut le croire, parce que quand on partage des moments avec lui, c'est un mec génial. Il a fait des erreurs à Saint-Etienne, c'est très clair, mais sa plus grosse erreur, c'est vraiment d'avoir mis autant d'argent sur un joueur aussi incompétent et avec un état d'esprit aussi pourri. Donc je voulais le dire, parce que passer pour une pépite et avoir un état d'esprit aussi lamentable, je crois qu'il faut le dire aussi, quand les jeunes ont cet état d'esprit-là, c'est Mais tu- vraiment...
c'est vraiment une honte. Tu vas te faire beaucoup d'amis dans nos auditeurs, puisqu'il n'est pas très apprécié de la part de l'Audimat Saint-Étienne Club. Donc voilà, voilà, tu vois, ça commence déjà. Nico Saint-Paul, hein, qui est un fervent défenseur du Aouchiche dehors, déjà content de ta phrase. Karl, est-ce que le chat est du même avis sur le débat Étienne Green-Dreyer? Oui. Enfin, tout le monde est d'accord pour dire qu'en fait, il manque un vrai gardien numéro 1 à Saint-Étienne. Samcro nous dit le problème, c'est qu'on a 2 numéros 2. Il y a Golorix qui prend un peu plus de recul et qui dit en fait, on n'a pas de sous, notre politique, c'est formation, achat et revente. Sans vente, on n'aura jamais un vrai gardien. Le poste de gardien à Saint-Étienne est très lourd à porter. C'est vrai que quand on voit les gros noms qu'il y a eu à ce poste-là, c'est vrai que c'est un statut. Patrice qui nous dit Étienne Green est effectivement encore trop jeune. Dommage que l'on n'ait pas pu récupérer l'Arseneur à Brest, qui est très loin de Valenciennes. Oui. Sinon, après, on nous parle de Bernardoni. Golorix qui nous dit Green, c'est un numéro 3, Dreyer un numéro 2 dans un club normal. Et puis Nico qui nous dit est-ce qu'on aura une enveloppe pour recruter un vrai numéro 1 en janvier? C'est la question. Et Romain, en tout cas, qui nous dit moi, je n'y crois déjà plus. Je mets Dreyer jusqu'en janvier. Enfin, il ne croit plus du coup à Green, j'imagine. Oui, bien sûr. Je mets Dreyer jusqu'en janvier et recrute un gardien en priorité au mercato. Voilà. En plus, juste pour revenir sur l'Arseneur, il y a 2 ans et demi, 3 ans, il avait déjà été pisté par la SS, il y avait déjà eu des petits contacts entre son agent et le club. Oui. Finalement, à l'époque, ça ne s'était pas fait. Mais c'est typiquement le gardien qui aurait adoré venir poser ses valises dans le Forez, l'Arseneur. Ah, c'est clair. Et puis sinon, dans le chat, ça réagit bien. Et oui, effectivement, le petit coup de gueule de Denis vis-à-vis de Adil Aouchiche a bien plu. Nico Saint-Paul qui déclare sa femme à Denis en disant Denis, je t'aime. Loris qui nous dit Aouchiche est enfin parti. Romain qui nous dit oh Adil il se fait égratigner. Et voilà. Ouais, surtout qu'on avait des joueurs du profil de Ben Kedim issus du centre de formation. Je vois pas pourquoi il a eu plus sa chance qu'Adil Aouchiche. Ouais, quand t'as Ben Kedim qui vient de gagner la Gambardella, qui sort de la Gambardella, vainqueur de Gambardella, et en plus c'est lui qui marque, je crois, en finale, le but de vainqueur. Plein de promesses, et derrière qui bouché par Aouchiche. C'est quand même, il pourra dire dans sa vie, j'ai été bouché par Adil Aouchiche, ce qui sera pas arrivé à beaucoup de monde, je pense. Mais bon, voilà. On va passer beaucoup de temps sur le gardien et le deuxième point qui pose problème, parce qu'il y a un peu moins de problématiques devant et au milieu. Tu l'as dit, Denis, c'est un côté non rassurant de Saint-Étienne depuis le début de la saison. Là, on le dit souvent, le football, ça se passe avec une colonne vertébrale. Et nous, il y a déjà 2 maillons qui flanchent, le poste de gardien et la défense. La défense, Denis, c'est un mystère. Pourtant, il y a des joueurs d'expérience, des joueurs avec du potentiel, et ça marche pas. Trop lent. Une défense trop lente qui a du mal à intervenir rapidement. Forcément, si elle est lente, elle ne peut pas intervenir rapidement. Donc je me répète un peu, mais c'est vrai que c'est dans les interventions, ça manque de jaillissement, ça manque de tonus. Quand les adversaires donnent le coup de rein, c'est difficile après de les rattraper. On sent une défense un petit peu, pas aux abois, mais en tous les cas en difficulté. Donc c'est dans l'axe notamment. Donc c'est dommage parce qu'après le gardien est en difficulté et puis le gardien ne peut pas tout faire comme on l'a vu. Donc j'aurais aimé... Et pour moi, c'est vraiment la priorité peut-être du mercato hivernal, c'est de trouver dans le club ou ailleurs un défenseur central. Voilà, on a perdu Fofana, on a perdu Saliba, il faudrait trouver un équivalent parce que ça nous a fait gagner de l'argent, mais ça nous a fait perdre en qualité derrière et on le sent, on le ressent. Et c'est évident que c'est vraiment l'un des points faibles de Saint-Étienne, mais encore une fois, tu l'as dit, la colonne vertébrale, c'est important pour remonter. Un bon gardien, une bonne défense centrale, notamment les latéraux, on sait toujours qu'on arrive à se débrouiller. Le milieu de terrain est bon, l'attaque est bonne, mais c'est vrai que si on se fait passer, c'est pas une équipe Saint-Étienne qui peut marquer 3 buts par match si on en prend 3, si on en prend 4. Donc ça va être très compliqué à chaque fois de courir après le score. Donc il faut vraiment être vigilant derrière et en plus, comme Batles, comme il était joueur, aime le jeu. Et je pense que ça se voit avec mon conduit, avec des joueurs comme ça. On voit une équipe de Saint-Étienne qui essaie d'évoluer, de faire de bons plans de jeu par séquence, peut-être de manière irrégulière encore, mais derrière, c'est vraiment trop juste. Ouais, ce qui est terrible, je me faisais la réflexion contre, je ne sais plus quel match c'était, si c'était Guingamp ou Pau, mais
Je sais pas ce que le chat va en penser, peut-être que ça va faire réagir un petit peu, mais je vois pas enfin, j'aurais imaginé par exemple un Kolo Djejak dans cette équipe nous faire du bien. C'est terrible, hein, il a une fin d'histoire terrible avec la Ah, tu SS. vas pas te faire que les amis là. Bah oui, je sais, mais je me demandais entre Briançon, Giraudon, vu les difficultés qu'ils ont pu afficher par moment, je me dis est-ce que c'était peut-être pas mieux avec, sans parler de la spirale complètement négative qu'il a eu avec les buts contre son camp, mais je me dis il est pas moins bon, Colo était pas moins bon que ces deux joueurs-là. Après, avec des 6, c'est toujours plus facile de refaire l'histoire. Mais bon, voilà, cette défense, elle nous fait peur. On n'a pas réussi à trouver la vraie formule. Euh, je vais en reparler un petit peu dans la petite chronique après, mais j'ai pas l'impression que ça soit des joueurs très à l'aise Dans le système. dans ce système-là à 3. Ils ont du mal avec la gestion de la profondeur, ils ont du mal avec leur marquage, on le sent. Donc c'est vraiment un axe qui me fait, enfin, le point qui me fait peur dans cette équipe de Saint-Etienne cette saison. Non mais Denis a raison, le problème d'une défense à 3, si tu veux, c'est que les latéraux sont tellement en piston que tes deux axiaux un peu excentrés sont obligés d'être rapides pour venir prendre les brèches que tes latéraux ont potentiellement fait. Donc tu es obligé d'avoir ça. Là, on a trois chars à voile, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots avec l'actualité footballistique, mais trois joueurs qui n'avancent pas forcément, donc c'est difficile. Et quand on sait qu'il y a des joueurs comme, alors tout niveau mis à part et tout polémique mis à part, Seydou Sow qui cirent le banc de la réserve. Voilà, c'est des joueurs qui correspondent un peu plus au profil qu'on a besoin. Karl, c'est ça qui se dit dans le chat, non? Oui. On nous dit que, pour revenir sur des jeunes pépites qui ont performé et qui sont sortis et qui explosent maintenant au niveau international, mais on nous parle également des jeunes du centre actuels. On nous parle entre autres de Bakayoko, qui a fait des matchs plutôt convaincants depuis le début de saison. C'est l'avis de Kai42. Il y a Nico Saint-Paul qui nous dit que c'est pas intelligent du tout. Briançon, il explose uniquement avec les coups des Girondins et Lys sans âme. Pascal qui dit Denis, des Saliba et des Fofana, on n'en aura pas avant 10 ans malheureusement. Goloris qui nous dit que c'est une défense lente, beaucoup trop de cartons, des jeunes surcotés comme So, trop carton. Giraudon est vraiment sur la fin, Petro pas au niveau, Briançon, Monsieur Carton comme plein d'autres. Et Patrice qui nous dit j'aimerais bien voir un peu plus souvent Bakayoko qui lui amène de la vitesse derrière. Il est jeune mais il pourrait s'agréer en jouant plus. Vous vous rendez compte, Ouais. c'est ça qui est le plus terrible, c'est que Bakayoko passe pour un défenseur rapide à comparer les styles Non, parce que je trouve que le problème de la défense, c'est que Laurent Batles a pris des joueurs au profil trop similaire. Oui, c'est vrai. Je trouve qu'en fait, ces joueurs-là, en fait, si tu veux un peu vulgariser le truc, tu sais plus qui est qui parce qu'ils se ressemblent tous. En fait, ils se ressemblent tous les trois. Ils ont les mêmes caractéristiques, ils ont la même façon de faire. Et tu te dis que c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait vraiment des joueurs complémentaires mais différents dans le style. Parce que là, il y a trop de similitudes entre eux. Et en fait, les points négatifs qu'ils ont, les défauts qu'ils ont, ils les ont tous les trois. Il y en a pas un qui a la qualité dont l'autre a le défaut. Donc c'est irrattrapable en fait. Ils ont tous les trois les mêmes qualités, les mêmes défauts. Donc c'est ça qui est embêtant. Ouais, c'est ça. Après, est-ce que c'est la faute au marché, la faute à la cellule de recrutement? C'est difficile je sais pas s'il y avait vraiment. J'ai pas fait attention. Après c'est pas non plus catastrophique. Hein, c'est pas non plus on va pas non plus réduire leur qualité en disant qu'ils sont nuls et que c'est une catastrophe. Mais c'est vraiment les lacunes. Oui, Les lacunes sont là et il faut bien. je suis d'accord. Faut bien les souligner. Quoi. C'est pas leur rendre service de les mettre côte à côte avec un jeu aussi similaire. Je vois que ma petite phrase sur Colo, elle fait un petit peu réagir Ouais, tu as beaucoup de fans. J'aimerais bien savoir si réellement c'est. On va essayer juste de mettre à part les 2-3 derniers matchs de Colo, dont ce match face à Monaco et à Marseille où il y a les 2 buts contre son camp. Est-ce que le chat trouve vraiment Giraudon et Briançon plus forts que Colo Djejak? Je suis désolé. Mais écoute, Karl sait faire des sondages. Je le laisserai faire un sondage. Tiens, j'ai une réponse de Gios déjà qui nous dit c'est vrai qu'il est gonflé à l'hélium, l'Antoine avec Colo. C'est mon avis. Je trouve que Colo Djejak, il était moins mauvais que Briançon. Briançon et Giraudon, actuellement, on est 18e. Il a coûté énormément de points, Colo. Il a coûté énormément de points par rapport à son CV. Le joueur est quand même passé par Séville, il a gagné l'Europa League. C'est vrai. Il avait un devoir d'exemplarité au niveau sportif qu'il n'a pas su communiquer au vestiaire. Il n'a pas tenu la baraque comme il aurait dû. Il a plutôt plombé la défense qu'autre chose. Moi, je ne suis pas du tout un fan. Après, on ne va pas parler
même si on peut l'évoquer, d'un salaire assez exceptionnel par rapport à ses performances. Bon, voilà, pour moi, Kolo, ça a été l'un des points faibles. Ça a été pas pour moi, ça a été quand même l'un des joueurs principalement, on va dire, fautif de la descente de Saint-Etienne. Je veux dire, quand un joueur comme ça perd les pédales de match en match, de manière aussi consécutive, avec une expérience comme il en avait une, t'as pas le droit, quoi. Je veux dire, t'es leader de défense, t'as le brassard de capitaine, tu marques des buts contre ton camp chaque match. Je vois pas ce que Kolo a apporté et je suis pas du tout d'accord. Je pense que Kolo, voilà, qu'il soit plus là, c'est pas très grave. Non mais t'as raison, c'est vrai que ce qu'on peut pardonner avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur Green, de par la jeunesse, c'est vrai que sur Colo ça marchait pas quoi. Ça marchait pas, le joueur était quand même plutôt capé avec de l'expérience, et je vois que le chat est déchaîné. Il y a un sondage pour savoir si Colo est meilleur que Briançon et Giraudon. Je vais mettre mon petit vote aussi. Si on nous avait dit il y a quelques années qu'on devrait comparer les performances de Briançon et de Colo Ziziak en Ligue 2. Voilà, il y a une expression qui dit la peste ou le choléra, je pense qu'on est pas mal là-dessus, de mon point de vue. On va parler après des secteurs qui, eux, marchent un peu mieux. Un secteur qui, je pense, si on demande à 90% du chat et les auditeurs, c'est le secteur qui est le plus satisfait, c'est le milieu de terrain, parce qu'il est plein de promesses, ce milieu de terrain. Alors, Denis, tu vas... Oui, il y a une grosse activité. Vas-y. Il y a une grosse activité dans le milieu de terrain, il y a du talent. Monconduit, Chambost, les autres, il y a un volume de jeu, il y a une volonté de récupérer la balle, de bien l'utiliser. C'est très satisfaisant et c'est, comme je l'ai dit, c'est un peu à l'image de Batless. C'est pas étonnant que ce soit le secteur qui soit pour moi le meilleur parce que c'est là où se fait le jeu. Donc Batless est un fan de bon jeu. Voilà, moi c'est un joueur quand il était joueur, c'est un joueur que j'adorais parce que c'est vraiment des joueurs à l'ancienne, comme un peu, il y avait à l'époque Pagis, Jérôme Leroy, etc. C'était des joueurs, même Benjamin Nivet qui a arrêté il y a pas si longtemps, c'était des joueurs qui aimaient le football, qu'on adorait. Et à Saint-Etienne, l'un des derniers à avoir ça dans les pattes, c'était Amouma quand même s'il était souvent blessé. Donc c'est vrai que des joueurs aussi techniques, un milieu de terrain aussi actif, qui répète les passes et qui va chercher les attaquants, c'est agréable à voir parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu ça à Saint-Etienne. Non mais c'est vrai, ça coïncide avec le fait que Batless était un très bon milieu de terrain. Antoine ? Ouais, moi ce milieu de terrain, ce que j'aime bien, c'est la variété des profils. En fait, on a des joueurs très techniques comme Chambry, comme Chambost, Lobry, Bouchouari. On a des travailleurs comme Mouton, Monconduit. On a le profil de Mouefek qui est assez particulier, assez inédit dans ce milieu de terrain, qui casse beaucoup de lignes, qui va vers l'avant, qui a une vraie percussion. Et c'est ce qui fait que ce secteur actuellement, c'est le meilleur qu'on a à la SS. Si tout le monde est là si tout le monde est présent à 100% de sa forme, Laurent Batles, il a de quoi se poser quelques questions avant chaque début de match pour savoir qui c'est qui va aligner. Et surtout, ça nous offre aussi des possibilités d'évolution pendant le match. Donc ça fait plaisir de voir ça. Il y a du métier qui a été recruté au milieu de terrain. Ça c'est sans aucun doute. Et il y a surtout une grosse promesse. Alors je sais que c'est déjà le chouchou. Et je sais déjà que Geoffroy va l'accueillir avec beaucoup de joie dès ce week-end. C'est Bouchouari. Je voudrais quand même qu'on en touche un petit mot parce que je pense que c'est un des tops rien que par la promesse que c'est. Denis, toi tu as pu voir un peu ces matchs au jeune Bouchouari ? Oui, mais c'est le joueur qui va faire soulever le stade. C'est évident. Ce sont des joueurs qui ne sont pas très grands, qui ont un gabarit atypique, mais qui ont balle au pied, une dextérité incroyable, une vivacité de tous les instants, avec une vision du jeu, avec cette volonté d'éliminer, de provoquer des fautes et d'obtenir des coups francs. Donc c'est un joueur forcément qu'on va aimer. Hein. On parlait justement des milieux de terrain très techniques. Depuis quand Saint-Etienne n'a pas eu un milieu de terrain technique, ça fait quand même extrêmement longtemps. Donc Bouchouari, c'est la trouvaille de la cellule de recrutement, parce que c'est vrai qu'on a toujours, enfin souvent, en tous les cas, et plutôt à juste titre, tapé sur les doigts des recruteurs de Saint-Etienne, mais il faut aussi reconnaître le mérite d'avoir trouvé ce joueur, comme d'ailleurs Wadji devant. Pour moi, sont vraiment deux trouvailles. Donc voilà, c'est vrai que c'est un joueur, comme je l'ai dit, comme je trouve, c'est la vitesse incarnée et c'est le football inné avec beaucoup de spontanéité. Et c'est ce qui peut faire la différence et vraiment gêner énormément les adversaires.
C'est le milieu que t'attends le plus quand même, Antoine, ou tu as une petite pièce aussi sur Victor Lobry qui est très aimé par le public? J'apprécie ces deux joueurs, mais moi, celui que j'attends depuis des mois et des mois, qui peut vraiment faire lever Geoffroy encore plus que Mouchouari de par ses. Attention, si tu me ressors Colo, je quitte le live, hein. On va refaire réagir dans le live. Non, c'est Mouefek. Moi, je trouve que Mouefek, c'est celui qui colle le plus qui a le profil pour faire soulever les foules. Bon, il Il est est, étiqueté synthé, je suis d'accord. il est étiqueté 5D, c'est un travailleur, c'est un bagarreur, c'est un batailleur. Il est toujours là, il essaie de gratter le ballon, il se donne beaucoup. Après, oui, il a un physique qui est ce qu'il est avec beaucoup de pépins. Mais oui, c'est vrai, après, techniquement, ce que va nous faire Bouchouari, ce que peut nous faire Bouchouari sur les apparitions jusqu'à présent, c'est au-dessus du lot. Ok. C'est un joueur qui est intelligent, qui est fin techniquement. Même en Ligue 2, j'avais un petit peu peur au niveau de son gabarit pour l'instant, Ouais. ça tient vraiment la route. Sur 90 minutes par moment, c'est un petit peu léger, mais c'est normal, ça reste un Oui, joueur de 20 ans qui font 1m70. Il va s'étoffer au fur et à mesure des années, mais c'est ça. c'est une trouvaille, c'est Il, assez dingue il- qu'aucun club n'ait réussi à mettre la main dessus avant nous, quoi. il- Bah, tu le vois dans son jeu, il va faire des erreurs, mais on peut pas lui en vouloir, c'est un créateur de jeu, donc il va perdre des balles, mais c'est le jeu qui veut ça, donc on peut pas lui en vouloir. Quand c'est pour faire le jeu, on peut pas vouloir un joueur de faire des erreurs. Dernière ligne, après on va passer aux projections quand même qu'on imagine pour le reste de la saison. L'attaque, tu l'as dit Denis, il y a une grosse satisfaction, contre toute attente, c'est Crasso, et une promesse. Alors je vois que la semaine dernière ça lui est un peu tombé dessus parce qu'il a pas mal vendangé quand même, c'est Wadji. Mais une Ouais, moi, satisfaction, ça va. je vais commencer par Wadji parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. J'ai bien aimé quand je l'ai commenté, toute sa combativité. C'est le gars, il va rien lâcher pendant 90 minutes et Ouais. même s'il rate des occasions, il va essayer de mettre des buts. Donc c'est important pour le maillot de Saint-Étienne. Il y a eu quand même des joueurs qui sont passés récemment par le club qui n'ont pas toujours fait le nécessaire pour mouiller le maillot. Donc, quand on en voit un qui vient de l'extérieur qui le fait, ben, on est quand même content. Donc, il n'y a pas que ça, bien sûr, parce que mouiller le maillot, c'est très vague, c'est très cliché, mais bon, ça existe. La preuve, lui, dans tous les cas, il lâche rien. Il a des qualités en plus de grand attaquant. Et puis, Crasso, c'est une trajectoire assez folle, parce que qui aurait dit aujourd'hui que Crasso serait convoité par d'autres clubs C'est ça. quand on sait la trajectoire qu'il a eue, il a été quand même. Ce qu'il a sauvé, entre guillemets, c'est le passage à Ajaccio. Ouais. On parlait tout à l'heure de la confiance des gardiens, la confiance des attaquants. Bah, c'est vrai que Crasso, il s'est mis dans des bonnes dispositions. Mais moi, je lui tire mon chapeau parce qu'il a été solide. Il s'est fait quand même. Il est venu à Saint-Étienne, puis elle l'a vu en coupe, il le voulait. Ensuite, il a été prêté. On l'a traité un petit peu comme ouais, bon, il est là parce qu'il est là. Il fait le nombre dans l'effectif. Il n'a pas eu vraiment de. Voilà, c'était vraiment intermittent. Et après, le gars, il est resté droit dans ses bottes. Il a tout donné pour Saint-Étienne depuis le début de saison, avec des bonnes stats. Dans son discours que j'ai pu lire dans ses interviews, on sent que le gars, il a les objectifs bien précis, le concernant, mais concernant l'équipe. C'est tout ce que demande Saint-Étienne. Donc, Crasso, Wadji, pour moi, c'est ticket gagnant. Ouais. Antoine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce duo d'attaque qui sera le duo titulaire? On va pas se mentir sur le reste de l'année. Le premier match de l'année contre Dijon, j'étais au stade et en zone mixte. Jean-Philippe Crasso s'était arrêté à l'époque. Et je l'avais trouvé terriblement déconnecté de ce qui se passait, de la qualité, enfin de la performance qu'avaient rendu les joueurs ce jour-là. Donc c'était une piètre performance. Je le sentais pas du tout dedans et à aucun moment j'aurais mis une pièce sur le fait qu'il reste à Saint-Etienne et qu'il performe à ce point-là. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait aussi se reconcentrer sur ses objectifs. Je pense qu'en début de enfin sur la fin du mercato, au début du mois d'août, il n'a pas forcément eu les offres auxquelles il s'attendait. Il s'est remis à fond dans Saint-Etienne et ça a marché. Donc rien que pour ça, je lui tire mon chapeau parce que ça montre qu'il est capable de se refocaliser sur ses Une objectifs. vraie rédemption. Euh, Ouais, ça paye jusqu'à présent et il enchaîne les bons matchs. Et Wadji, c'est vrai qu'au niveau du profil, ça peut être un attaquant qui colle parfaitement aux qualités de Crasso. Il s'adapte bien, c'est un attaquant généreux, comme disait Denis. Il ne manquerait plus qu'il ait ce petit brin de réussite. Là, touche le poteau contre Guingamp, ça ne joue à pas grand-chose pour qu'il accélère son nombre de buts. Mais voilà, on tente des coups. Souvent, ces dernières années, on se disait. Ah putain, tel club est allé chercher tel joueur qui était performant en Ligue Europa. Tente des choses. Ouais. C'est dommage. On aurait dû. Voilà, il faut tenter des choses. Et Wadji, on a tenté le coup. Moi, je l'avais jamais vu jouer avant en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence.
pour l'instant, la cellule de recrutement nous donne raison qu'elle avait bien, elle faisait bien de regarder les matchs du jeudi soir sur W9 ou sur M6. Il y avait des bons coups à aller chercher. Wait and see du coup là-dessus. Karl, au niveau du milieu et de l'attaque, est-ce qu'il y a des choses nouvelles ? Bah, des choses nouvelles, non, parce que vous avez fait un peu le bilan global, mais il y a Nico qui nous dit il y a de la technicité et du talent au milieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Manu qui nous dit Lobry, mon conduit, Bouchouari, c'est vraiment bon et intelligent. Patrice qui nous dit le milieu fait plaisir, on revoit du jeu, la technique fait du bien. Juju qui nous dit beaucoup de joueurs qui sont arrivés en fin de mercato au milieu, mais on sent déjà que dans ce secteur, la mayonnaise prend et elle a même pris très vite. C'est l'effet Batles là-dessus. C'est des joueurs qui collent parfaitement à lui, donc pas étonné qu'on ait une bonne impression sur ces joueurs-là. Nico qui nous dit je pense que Lobry, c'est le Batles des années 2020. Lui, il va amener les tribunes à pousser. Et concernant les attaquants, il y a Patrice qui nous dit Wadji, c'est un attaquant assez atypique, mais il ne lâche rien avec Crasso. C'est un super duo. Godox qui nous dit l'attaque est bonne, mais le problème c'est qu'il y a zéro concurrence. Et voilà. Ok, bah c'est déjà très bien. On va très vite parler de la projection avant de laisser la main à Antoine qui va nous parler un petit peu, lui, après de sa chronique. La projection, on le voit, on est une des meilleures attaques de Ligue 2. On est une des pires défenses. Ça, c'est pour le côté statistique. Par contre, au niveau du classement, on voit que on est déjà un quart du championnat et on est qu'à 7 points, donc c'est quand même très 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 peu. Denis, comment tu vois cette fin de saison ? Toi, est-ce que, comme tu l'as dit, on vise pas la montée, mais est-ce que tu nous vois transpirer jusqu'au bout ? Non. Non, je pense que Saint-Etienne va faire le nécessaire pour gagner pas mal de matchs. Il faudrait terminer pour se mettre en confiance pour la saison d'après. Il faut terminer vraiment dans les bonnes places. Il faut être dans les 5-6 premiers. Ça va très vite. Encore une fois, je mets un bémol par rapport aux 3 points de sursis, parce que je peux vous dire que j'ai vraiment peur. Enfin, je pense que vous l'avez constaté. Oui. Mais il faut gagner les matchs. Après, c'est un peu un discours de Normand et puis un discours de coach, mais gagner les matchs les uns après les autres, mais surtout celui qui arrive, il faut cartonner. Il faut jouer, il faut se mettre le public dans la poche, il faut prendre 3 points, il faut mettre des buts, il faut pas en prendre. Ça fait beaucoup d'objectifs ensemble qui seront peut-être difficiles à satisfaire, mais il faut quand même les réaliser pour se mettre dans une bonne condition. On sait que dans ce championnat, comme dans les autres, une série, et tout peut repartir. Donc une série, on a été malheureux contre Guingamp. Il faut renouer avec le succès rapidement et se rassurer au niveau jeu, c'est plus que bien parti. Mais au niveau comptable, ça reste trop dans la stagnation. Il faut se lancer et pour ça, il faut gagner contre Grenoble. Et encore une fois, avec le public, il faut vraiment que ce soit une excitation positive et non pas une pression négative. Donc il y a beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à penser. Mais surtout, une fois sur le terrain, ne plus justement penser, ne plus calculer et jouer de l'avant pour gagner. Parce que Saint-Etienne ne descendra pas plus bas, heureusement, je pense pas, heureusement aussi, et doit finir vraiment, finir, on est 9 journées, il en reste quand même un paquet, mais doit faire le nécessaire pour rassurer tout le monde, donner envie que d'autres joueurs viennent à Saint-Etienne jouer leur carrière, parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a ce public, il y a ce stade, un public qui mérite autre chose que ce qu'il a vu ces derniers temps. Un stade qui mérite, un maillot qui mérite d'autres comportements que ce qu'on a vu récemment. Donc il y a énormément de choses à faire à Saint-Etienne. Et pour ça, il faut gagner contre Grenoble à tout prix. Et Antoine, à moins que ça empiète sur ta chronique, est-ce que toi tu es confiant aussi sur cette suite de saison ? Comme disait Denis, je pense que c'est très important de vite enchaîner. Il reste 6 matchs avant la trêve, la Coupe du Monde. Ça va aller très très vite. Des matchs pas forcément faciles. Grenoble, Sochaux, Metz, le PFC. Voilà, il faut vraiment repartir du bon pied, enchaîner, prendre des points, se donner de l'air sur cette zone de relégation pour pouvoir profiter de la Coupe du Monde sans avoir la boule au ventre, sans regarder trop dans le rétroviseur et se dire « Oh là là, qu'est-ce qui nous attend à la rentrée ?» Voilà, essayer de se rassurer dans ces 6 derniers matchs avant le mondial et justement pouvoir regarder de l'avant après la Coupe du Monde. Eh bien écoute, tu vas garder la main Antoine, puisqu'on y va tout de suite avec ta chronique, le coup à retenir. Le coup à retenir.
Le coup à retenir d'Antoine. Allez Antoine, c'est à toi. Je sais pas s'il y avait un jingle Ah, ou pas. on a des jingles, on a fait péter les moyens, on a plus de moyens que la cellule de recrutement de Saint-Étienne. C'est dire. L'objectif de cette chronique, c'était de faire un petit point sur qu'avait mis en place Laurent Batles depuis le début de la saison, que ce soit tactiquement, au niveau de sa gestion des hommes. Euh, Pas tout à fait depuis le début de la saison, hein. J'ai pris pour point de départ le match face à Valenciennes pour le compte de la cinquième journée. Avant, on avait eu Dijon, Nîmes, QRM, Le Havre. Quatre rencontres où les fantômes de la descente en Ligue 2 étaient encore présents, hein, Camara, Neyo, Youssouf Bouanga, j'en passe. Tous ces joueurs qui n'apportaient pas que du positif sur le vestiaire dans le vestiaire et sur le terrain. Et pour Valenciennes, on a pu aligner enfin un effectif qui correspondait plus à ce que Batles voulait mettre en place. Et tout de suite, c'est allé un petit peu mieux, hein. Personnellement, moi, c'est à ce moment-là que je commençais à m'inquiéter. Et ce match, il nous a fait du bien. Déjà, certains éléments apparaissaient pour la première fois de la saison. Je pense à deux joueurs qui ont vachement changé les choses, Benjamin Bouchouari et Dylan Chambost. Dylan Chambost qui a d'ailleurs délivré sa première passe décisive tout de suite sur le but de l'égalisation. Sur ces premières rencontres, on avait un problème de création, milieu de terrain, d'inventivité. On n'arrivait pas à mettre la main le pied sur le ballon, et ça peut se comprendre, hein. On n'avait qu'un seul réel créateur sur le terrain, Victor Lebris. Et à ce moment, il se cherchait encore un petit peu. Il devait faire son trou dans cette équipe-là. Et contre les nordistes, on a retrouvé trois vrais créateurs au coup d'envoi, Chambost, Bouchouari et Lobry, qui, même s'il est sorti rapidement, a montré de belles choses. Et bizarrement, on a enfin eu du jeu. On a enfin eu ce qu'on attendait de Laurent Batles depuis sa signature, ce qu'il avait pu proposer à 3 lorsqu'il avait fait monter les stacks, et qui nous faisait tant rêver quand il a été annoncé dans le Forez, hein. Alors, la victoire n'était peut-être pas là, mais au moins, on a vu du jeu. Pour la première fois de la saison, ça a combiné. On a rapidement noté la belle entente Bouchoir-Chambost, un maçon qui ressemblait un peu plus à celui qu'on avait connu avant sa rupture des ligaments croisés, et un Ronaldo et qui est Jean-Philippe Crasso devant. Et même si la jeunesse nous a fait défaut en fin de match et qu'on a concédé ce nul, c'était déjà mieux. Et à partir de ce moment-là, on a pu découvrir une chose qui va définir le management de Batles en ce début de saison, c'est sa gestion des hommes et de son 11 de départ en fonction des résultats. Laurent Batles, quand une recette marche, il va la réutiliser. Quand ça ne marche pas, il va la changer sans hésiter. Pour le match contre Bastia, il a pu s'appuyer sur le retour de quasiment tous les suspendus suite au match du Havre. Et même si l'opposition laissait peut-être à désirer, on s'est régalé depuis la première fois depuis des années, hein. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on ne s'était pas autant régalé depuis un match des Verts, mais ça fait un petit moment. Et j'ai l'impression que Laurent Batles s'était aussi régalé, parce que quelques jours après Bastia, il y a le match contre Pau et il reconduit le même 11 de départ. Et mine de rien, sans cette sortie ratée d'Étienne Green et le traditionnel coup de couteau dans le dos d'un ancien de la maison, en l'occurrence Henri Sévec, qui met les deux premiers buts sur coup franc de sa carrière, j'ai l'impression, on aurait peut-être amené un meilleur résultat de Pau. La prestation était moins convaincante, et contrairement à ses prédécesseurs sur le banc, Laurent Batles a décidé de changer tout de suite. Ça nous a fait du bien, ça change un petit peu de ce qu'on a pu connaître par le passé. Oui, les recrues lui ont permis ça, je pense à Wadji, mais dans un début de saison mouvementé, prendre le risque de changer son dispositif à ce moment-là, on peut le saluer, hein, pour la réception de Bordeaux, comme le déplacement à Guingamp. Il a mis de côté son 3-4-3 assez classique pour passer à un 3-4-1-2, une formation un petit peu différente. Face à deux équipes qui jouent le tableau, le 11 paraissait plus cohérent, plus solide, avec une expérience non négligeable, celle de bon conduit au milieu de terrain, avec à ses côtés le jeune Bouchouari pour former une paire de récupérateurs. Devant eux, on avait un Dylan Chambos positionné dans un rôle de numéro 10, d'animateur de jeu. Et là aussi, on avait Jean-Philippe Crasso, moins isolé avec Wadji à ses côtés. Et bizarrement, en jouant moins bien que face à Bastia, par exemple, dans une rencontre qui ressemblait plus à celle de Pau, les Verts ont su se montrer très tranchants face aux Girondins. C'est ce qui caractérise finalement cette équipe à domicile. Une équipe solide qui sait faire mal dans ses moments forts à son adversaire, et avec une rigueur défensive. C'est un petit peu l'inverse de ce qui se passe à l'extérieur. On l'a vu face à Guingamp, on sent l'arrière-garde stéphanoise plus fragile, on sent une véritable fébrilité, on a l'impression qu'ils ont un petit peu peur de ce qui va se passer. Et devant, on a moins de réussite, hein. À l'extérieur, ça marche moins. Jean-Philippe Crasso avait beaucoup raté face à Valenciennes. Wadji a touché le poteau face à Guingamp. On a senti que la réussite nous fuyait plus à l'extérieur, et contre Guingamp, ça s'est concrétisé par deux buts coup sur coup, ce qui nous a fait perdre. Et ces deux buts qui viennent d'erreurs défensives de la part de nos défenseurs. Pour regarder un petit peu plus haut cette saison, il faudra absolument uniformiser les performances à domicile et à l'extérieur, tout en faisant du Chaudron une forteresse imprenable, hein. Les stades de Ligue 2 ne sont peut-être pas aussi sexy que Geoffroy Guichard, mais il faut réussir à reproduire les mêmes matchs et ne pas se sentir fébrile loin de ses bases, ça sera décisif.
Pour conclure, on va faire un petit point global du coup de ce qui a marché, ce qui pourrait marcher et qui doit être encore travaillé, et ce que Batles doit encore vraiment creuser avant de terminer sur le négatif, ce qui n'a pas marché, même si on sait déjà de quoi on va parler. Ce qui a marché, c'est l'entrejeu, hein, très solide dans son ensemble, des profils variés, des expériences différentes, ce qui fait de ce secteur l'un, si ce n'est le secteur le plus intéressant de cette saison. On a des techniciens comme Chambost, Bouchoirie, Lobry, on a de l'expérience avec Monconduit, on a de la rigueur avec Mouton. Tout ça, ça nous fait un joli mélange qui devrait nous donner du bon cette saison. Ce qui pourrait marcher, mais qui doit être encore travaillé, c'est le duo Crasso-Wadji. C'est deux profils complémentaires. On a un Crasso qui aime bien être en 9,5, qui sait jouer au dos au but, dans les petits espaces. À côté de ça, on a un Wadji plus véloce, plus tourné vers la cage, qui aime bien dévorer les espaces. C'est une relation qui doit se développer, qui doit se parfaire au fil des matchs. On ne peut pas leur demander de s'entendre comme Gomis et Ilan à la grande époque, au bout de 3 semaines de cohabitation. En troisième, on a ce que Batles doit encore creuser, c'est les pistons. À part Masson, on n'a pas vraiment eu de solution viable ces dernières semaines. On a vu Pintor, on a vu Palencia, ça ne nous a pas vraiment convaincus. On pourrait peut-être voir Mathieu Cafaro. Moi, c'est un joueur que j'aurais aimé voir dans ce côté-là, dans ce profil en rôle de piston. Voir ce que ça peut donner sur une heure. Sur 90 minutes, ça serait un peu trop léger. Mais sur une heure, ça peut faire du bien. Et pour terminer, la note négative, hein, ce qui n'a pas marché, c'est la défense. On en a parlé, on en reparlera. On cherche encore la solution, on cherche un vrai patron. On a l'impression qu'une semaine, Briançon est en forme, mais la semaine d'après, il se trouve. Girodon, c'est un petit peu pareil. Petro, il n'affiche pas encore les performances que l'on pouvait attendre d'un joueur de Ligue 1 l'an dernier. Et surtout, on se demande s'ils sont faits pour ce système, à part Girodon, qui est un libéraux dans l'âme. On ne voit pas les autres réellement à l'aise dans ce système-là, hein. Donc, on a du bon, on a du moyen, on a du moins bon, mais on a surtout un entraîneur qui n'hésite pas à prendre des décisions rapidement, qui n'est pas dans l'attente mais dans l'action. Au moins, on ne s'ennuiera pas à revoir le même 11 aligné chaque semaine en espérant que les joueurs ont un déclic miracle. Et rien que pour ça, ça me donne envie d'être déjà samedi à 14h50 pour entendre le Cop Noir hurler le 11 de départ. Eh bien, bravo Antoine, c'était un très beau billet d'humeur. Si j'avais su que tu allais si bien tout résumer, on n'aurait pas passé une demi-heure sur le débrief de début de saison. C'était très 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 bien résumé. Je pense que le chat est conquis et on est dans le timing nickel pour parler du prochain rendez-vous. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Prochain rendez-vous qui, on l'espère, comme tu l'as dit, sera auréolé de bonheur, mais pour ça, il va falloir passer sur l'ogre, l'ogre Grenoble, un derby, le seul on peut appeler ça un derby, tu penses, Denis? Ouais. Oui, Ouais, c'est pas très loin. un petit derby, Ouais, petit. c'est à défaut d'avoir le grand, on en aura le derby de consolation. Ouais. Qu'est-ce qu'on en attend de ce match, le retour du public? Tu l'as un peu dit tout à l'heure, Denis, on a un peu peur quand même de ce retour de public, c'est qui peut aussi desservir l'équipe. On est quand même optimiste dans l'absolu? Oui, il faut croire en l'intelligence des supporters. Ils ont été extraordinaires dans certains moments. Il ne faut pas non plus tout résumer à la violence, au fumigène et à l'envahissement du terrain contre Auxerre. Il faut aussi, sans cautionner, il faut comprendre aussi leur colère, leur déception. On a un club avec 2 présidents qui sont absents pour la plupart du temps, même s'il y en a un qui adore ce club, on le sait. On sait lequel. Voilà. Après, c'est difficile, mais pour les supporters, c'est vrai un choc terrible. Moi, j'en connais plusieurs et c'est vrai que quand on se rappelle les bonnes années ou même les moins bonnes, personne même si ça a commencé un petit peu à transpirer depuis quelques mois, c'est vrai que quand ça arrive, on n'y croit pas. Donc c'était difficile de réagir calmement à ça. Maintenant, il faut être dans la patience, dans la confiance, dans l'expectative, en étant attentif, mais non pas dans la violence, surtout pas. Il faut vraiment être extrêmement prudent. Les encouragements, on les connaît à Geoffroy Guichard, ils sont exceptionnels, uniques. Donc il faut rester là-dessus, mais uniquement là-dessus. Ok. Antoine, toi, tu es d'accord avec tout ça? C'est de l'optimisme quand même? Ouais. J'essaye d'être optimiste avec la SS, même si c'est dur ces dernières années. Grenoble, c'est une équipe qui est un petit peu irrégulière depuis le début de la saison. Ils sont capables de. Mauvaise série, ils sont sur une mauvaise série à l'extérieur. On le voit à l'image actuellement. Voilà, c'est pas de victoire dans les 5 derniers matchs à l'extérieur. Ouais, mais à côté de ça, ils viennent de s'imposer. Enfin, juste avant la trêve, ils se sont imposés contre Caen en étant réduits à 10 au bout d'une demi-heure de jeu.
Caen qui était une des équipes qui venait en début de saison. Ils en ont pris 3 contre Bastia en début de saison. C'est assez surprenant. Je pense que cette équipe, elle est très irrégulière. Ça me fait un petit peu peur d'affronter une équipe irrégulière, vu que nous aussi, on est irrégulier. C'est à qui sera le moins irrégulier ce Ah, samedi. c'est difficile Mais, pour les euh, pronostics, oui, je te l'accorde. et voilà, il y a la plupart de ces joueurs qui seront alignés ce week-end vont découvrir le chaudron en portant le maillot vert. Le chaudron ne sera malheureusement pas plein parce que le COP Sud ne sera pas encore ouvert. Mais pour beaucoup qui ont déjà pu affronter les SS sous un autre maillot, ça va leur faire bizarre d'être applaudis et d'avoir leur nom scandé. J'espère que ça les portera. J'espère qu'ils seront galvanisés, qu'ils seront pas trop stressé par cet événement-là. Laurent Batles, il connaît cette ambiance. Il a vécu des grands moments sous maillot vert. On était leader de Ligue 1 à une certaine époque avec lui. J'espère qu'il va leur faire comprendre à quel point ce maillot peut les transcender et enchaîner une belle dynamique ce week-end-là. Ça serait le meilleur moyen de se relancer après cette C'est trêve. vrai qu'on compte sur lui et Loïc Perrin qui sont proches du groupe pour atténuer cette espèce de pression un peu qui peut parfois être anxiogène, je pense, pour les joueurs. Karl, est-ce que le chat a commencé à se prononcer sur ce match? Ah, on m'entend. Oui, on Oui, m'entend. oui, on t'entend toujours, oui. Non, ça n'a pas encore commencé Ok. à se projeter dans le match. Ça parle plutôt de la chronique d'Antoine avec Ah, Joss qui le fait félicite et qui dit le Toine, il a foiré Colo, mais réussi sa chronique. Il y a Magic Work qui disait on va devoir mettre un chrono comme sur l'équipe du soir. Je pourrait. plaisante bien sûr. Sanko qui nous dit costaud Antoine. Gros taf d'Antoine pour Jérôme. Et puis Magic Power qui nous dit GG sous la flotte samedi, ça promet. Ça nous rappellera Saint-Etienne-Bordeaux de la saison passée, par exemple. Alors, on espère qu'il y a un petit peu moins de flotte quand même que pour le Saint-Étienne-Bordeaux de l'an dernier. À la plaque. Voilà. J'ai pas vu les prévisions météo. On fait pas la météo encore sur le Saint-Étienne Club, mais on y pensera aussi à faire une chronique météo pour la prochaine fois, présentée par Karl. Donnez votre pronostic dans le chat. On va revenir vers vous dans un instant. Dernier point, messieurs, et je sais que cette question, notre Romain national de Saint-Étienne l'adore. Est-ce que c'est encore, on va dire, parce que j'ai déjà posé cette question cette année, une victoire impérative, Denis? Oui, bien sûr. C'est une victoire impérative contre Grenoble, une équipe, voilà, même si c'était pas Grenoble, c'est 3 points, c'est un match à domicile, retour du public. On est en difficulté, on n'est pas récompensé par le jeu qu'on a montré à Guingamp avec des ratés devant. Donc, victoire impérative, évidemment. Au niveau mathématique, il faut prendre 3 points pour vraiment lancer la progression dans le jeu de cette équipe et qu'elle soit réelle et qu'elle soit surtout comptabilisée avec le classement. Donc oui, victoire impérative. Et oui, je vois Romain qui rigole dans le chat. Oui, Romain, on espère tous une victoire ce week-end pour que tu arrêtes de poser cette question à toutes les émissions dans les conducteurs. Antoine, aussi, victoire impérative? Oui, bah, comme depuis la première journée du championnat, comme ça sera la même chose jusqu'à la 38e, je pense. Victoire impérative. La SS à domicile en Ligue 2, normalement, on ne devrait même pas se poser la question de impératif ou pas. Ça doit faire trembler tout le monde. Pour l'instant, il n'y avait pas de public. On ne faisait pas trembler grand monde sur ce début de saison. J'espère qu'on va montrer de quel bois on peut se chauffer à Saint-Etienne quand il y a des supporters qui sont derrière leur équipe. Mais j'essaye d'être confiant et je pense qu'on va réussir à faire la différence ce week-end. Ouais. Allez, et là, tu l'as dit, c'est deux équipes très imprévisibles dans le bon et dans les mauvais côtés. On va se livrer quand même au jeu des pronostics. Alors, on est doué ou pas, ça il faut peut-être le spécifier avant, au cas où certains nous croient pour faire leur pari sportif. Antoine, tu as la main, qu'est-ce que tu nous pronostiques? Eh ben, je vais pronostiquer une victoire 3-1 de la SS Oula. avec un doublé de notre ami Wadji et disons un but de Chambos, tiens. Ah, tu ne veux pas un but de Bouchoirie pour faire définitivement chavirer à Geoffroy Guichard? Non, je pense pas que Bouchouari mette beaucoup de buts. J'adore le joueur, mais je pense pas que ça soit un joueur qui nous mette beaucoup de buts cette saison. Bon, s'il en fait marquer, ce sera déjà ça. Denis, Exact. c'est ton moment. C'est 3-0. 3-0? Oui. Ah, sec comme ça, 3-0, d'accord. 3-0, il ne faut pas prendre de but, il faut en marquer, le public va pousser et marquer vite et ne pas douter, continuer à appuyer et gagner 3-0, impératif. Ah là là. Tu as les buteurs, ça c'est pour les jeux qui veulent jouer les grosses cotes, hein. Mais ne jouez pas. Les buteurs, j'ai Crasso, Ouais, bien sûr. peut-être Briançon. Tu vois, on a dit du mal de lui, mais là, ça se trouve.
Et franchement, un but de Briançon et un de Giraudon sur corner, c'est pour ça que je dis ça. Histoire de nous faire mentir. C'est pour ça que je dis ça. Je signe tout de parce que suite. ce sont des joueurs que j'aime bien parce qu'ils ont un bon état d'esprit. J'ai été peut-être un peu sévère, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils marquent un but important pour leur adaptation à Saint-Etienne et pour un peu nous contredire. Ça serait bien sur un coup de pied arrêté. Ça serait génial. Car le chat, je l'ai vu, est ultra optimiste. Oui, Manu qui nous dit 2-0 pour Saint-Etienne, Joss qui nous dit une victoire 3-1, Nico 3-1, but de Lobry, Wadji et Crasso. Céline qui nous dit 2-1 pour Saint-Etienne. Jérôme 2-0 Saint-Etienne, Wadji est mon conduit buteur, 3-0 pour la SSE. Ça part de partout avec des buts, ça s'enchaîne. Moi, je vais donner le mien. Juste, je suis au stade samedi. Donc on a perdu. On a perdu. Voilà, mais sinon, je mise toujours sur un but, sur une victoire 2-0 avec un but de Briançon. Je l'attends toujours depuis le début de la saison. Et un petit but de mon conduit, tiens, bref, voilà. Eh bien écoutez, on saura vous rappeler tous ces pronostics si jamais tout se passe mal encore ce week-end. Mais on l'espère en tout cas. Merci en tout cas d'avoir été là, messieurs, avec moi. Merci à vous le chat d'avoir été aussi nombreux ce lundi de trêve internationale. Merci à ceux qui nous écoutent aussi en podcast et en replay, vous êtes toujours plus nombreux et ça fait plaisir. On vous laisse pour cette semaine, on vous laisse regarder le match ce week-end et surtout revenir nous voir dès lundi pour le débrief du match contre Grenoble avec, on l'espère, encore une victoire à débriefer pour Keun. Bon, tant pis, je perds la tête définitivement du classement des animateurs, mais c'est pour la bonne cause. Bonne semaine. Bonsoir à tous, merci.